Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voit la mémoire et les amnésies. Allez, c'est parti. Avant que l'on aille plus loin, si tu souhaites partager une expérience que tu as vécue dans ta vie privée par rapport à une neuropsychopathologie, n'hésite surtout pas à le faire en commentaire. Veille juste simplement à garder l'anonymat de la personne. Alors, quand on parle de mémoire, on parle en fait de trois grands types de mémoire chez l'être humain. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et enfin la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle, tout d'abord, c'est la mémoire qui va permettre d'enregistrer les informations qui nous viennent de nos sens pendant quelques millisecondes. La mémoire à court terme, c'est une mémoire qui va nous permettre de garder l'information et de la manipuler pendant quelques dizaines de secondes, voire plus longtemps si on décide de répéter l'information dans notre mémoire à court terme. Donc, dans la mémoire à court terme, l'information peut être gardée tant qu'elle est répétée en boucle et jusqu'à ce qu'elle transite vers la mémoire à long terme, qui est la mémoire où l'on peut garder des souvenirs pendant plusieurs années sans aucun problème. Alors, concrètement, comment est-ce que les informations passent de la mémoire sensorielle jusqu'à la mémoire à long terme? Eh bien, tout d'abord, les informations sensorielles que nous recevons par nos sens, c'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, le toucher, le sens du toucher ou encore l'odorat, est stocké brièvement dans la mémoire sensorielle. Celle-ci va pouvoir être incorporée dans la mémoire à court terme à condition que l'on y fasse attention. On a vu dans le cours sur le système limbique que le système limbique, certaines parties du système limbique en tout cas, sont responsables pour diriger notre attention vers certains sens. Si on porte attention à l'information sensorielle, elle va donc être stockée dans notre mémoire à court terme. La mémoire à court terme, grâce à la répétition, va nous permettre de stocker dans la mémoire à long terme les souvenirs que l'on souhaite. Une fois que les informations sont stockées dans la mémoire à long terme, il va falloir qu'on les récupère afin de pouvoir les utiliser. C'est-à-dire que le cerveau va mettre en place tout un système de récupération du souvenir à long terme. Un premier type d'amnésie va concerner les troubles de la mémoire à court terme. Concrètement, comment est-ce que on définit s'il y a un trouble de mémoire à court terme chez un patient? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tester 2 grands types de mémoire à court terme. La boucle phonologique, qui est la capacité à retenir des mots, et le calepin visuospatial, qui est la capacité à retenir des positions spatiales. Comment est-ce que l'on teste ça? Eh ben, par exemple, pour tester, l'empan de la boucle phonologique, l'empan, c'est le nombre d'items qu'on est capable de garder en mémoire. On va présenter une liste de mots à une personne et on va demander à cette personne, après quelques secondes, de répéter les mots dans l'ordre qu'on vient de lui citer. Si cette personne n'est pas capable de répéter au minimum 5 items, c'est-à-dire dans ce cas-ci 5 mots, c'est qu'il y a probablement un trouble de la mémoire à court terme et qu'il va falloir investiguer plus pour comprendre si la personne subit des lésions, par exemple, au niveau cérébral. Pour tester l'empan du calepin visuospatial, on va utiliser ce qu'on appelle des cubes de Corsi. Donc, on va se placer en face, du patient et on va lui montrer du doigt, une série de cubes dans un certain ordre et on va demander au patient de faire la même chose, d'être capable de nous remontrer du doigt exactement les cubes qu'on vient de lui montrer dans le même ordre. Donc les lésions qui mènent à un trouble de la mémoire à court terme au niveau de l'empont verbal vont être situées au niveau du cortex auditif associatif gauche et du lobe pariétal inférieur gauche que vous voyez en bleu sur l'image. Les troubles de l'empont spatial, eux, vont être associés à une lésion du lobe pariétal droit supérieur que vous voyez en jaune sur l'image.
La mémoire à court terme se joue donc au niveau cortical et non dans les profondeurs du cerveau. C'est bien le cortex, donc la partie externe du cerveau, qui est impliquée, le plus fortement dans la mémoire à court terme. Selon Baddeley et Hitch, dans les années 70, la mémoire à court terme ne serait pas seulement une mémoire passive qui se contenterait d'enregistrer l'information. En fait, ces 2 chercheurs vont découvrir que la mémoire à court terme manipule et est capable en fait de réorganiser les informations qui y sont stockées. C'est-à-dire que quand on encode de l'information dans notre mémoire à court terme, on ne fait pas seulement que de la stocker et d'attendre qu'elle parte vers la mémoire à long terme, on va en fait la manipuler. Dans le cadre, par exemple d'un serveur, qui travaille dans un restaurant, il va enregistrer par cœur votre commande, il ne va pas forcément la manipuler. Mais par contre, si vous essayez d'enregistrer des mots de vocabulaire, vous allez peut-être utiliser ce qu'on appelle des moyens mnémotechniques. C'est-à-dire que vous allez en fait retravailler l'information et essayer de l'associer à d'autres choses que vous connaissez déjà afin de l'enregistrer. Donc en fait, Baddeley et Hitch, ils vont vraiment, nous permettre de passer de l'idée de mémoire à court terme vers l'idée d'une mémoire de travail. La mémoire à court terme, ce n'est pas seulement quelque chose donc de passif, c'est vraiment quelque chose où il se passe un travail actif qui va aider la mémorisation à plus long terme. Le L'administrateur central, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est responsable pour cette mémoire, à court terme de travail, ça va être le lobe frontal dorsolatéral, que vous voyez en vert sur l'image. Il est composé des aires, de Brodmann 8, 9 et 46. Une façon de tester les troubles de l'administrateur central, ça va être de demander à quelqu'un d'épeler une série de mots qu'on vient de lui donner à l'envers. Ça veut dire que la personne est en fait, obligée d'effectuer une action de modification sur l'information qui lui a été donnée et c'est comme ça qu'on repère qu'une personne a un trouble au niveau de l'administrateur central qui est censé en fait coordonner la mémoire à court terme. Typiquement, une personne qui a des troubles au niveau de la mémoire à court terme va avoir du mal à suivre, une discussion, notamment les phrases longues et complexes qui demandent de retenir plusieurs, items, verbaux. Elle va avoir des difficultés à gérer plusieurs tâches simultanément, des difficultés à faire du calcul mental ou encore, avoir des oublis, hein. Par exemple, on rentre dans une pièce et puis on oublie ce qu'on était venu chercher. Alors, on aborde maintenant les troubles de la mémoire à long terme, qui nous permet de retenir les informations sur des périodes de temps plus longues. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre avec la mémoire à long terme, c'est qu'elle est elle-même subdivisée en plusieurs types de mémoire. Tout d'abord, il y a la mémoire prospective, c'est-à-dire le rappel de tâches ultérieures que l'on a à faire. Par exemple, se souvenir que la semaine prochaine, on a un rendez-vous chez le médecin. Ensuite, on va voir tout ce qui est la mémoire rétrospective, c'est-à-dire toute la mémoire qui s'attelle à créer les souvenirs du passé. Il y a dans la mémoire rétrospective la mémoire déclarative et la mémoire procédurale. La mémoire déclarative, ça va être tout ce qui est mémoire consciente, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on fait un effort de rappel au moment où on en a besoin. La mémoire procédurale, quant à elle, ça va être une mémoire qui est plus implicite et qui a un système de récupération plus inconscient. C'est quoi la différence entre les 2? Typiquement, la mémoire déclarative, ça va être, si vous devez vous souvenir du code, d'une porte, qui est verrouillée, quel code est-ce que vous allez devoir taper pour rentrer? Ça va être de la mémoire déclarative. Par contre, si vous devez vous souvenir comment est-ce que, vous allez faire du vélo parce que vous montez sur un vélo et c'est la première fois depuis plusieurs années, là, on est dans de la mémoire procédurale, c'est-à-dire un type de mémoire qui est plus implicite et plus inconscient. Donc
Dans la mémoire déclarative, il y a également 2 sous-types de mémoire, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire épisodique, vous pouvez l'imaginer un petit peu comme un épisode de série qui parle de quelque chose que vous avez vécu à un lieu et à un endroit bien spécifique. Par exemple, vous vous souvenez de la fois où vous avez été mordu par un chien, c'était dans une rue qui s'appelait un tel, à un certain moment de l'année, à une certaine heure. Donc tout ce qui est mémoire épisodique, c'est la mémoire qui va, concerner le vécu, à la fois votre vécu, mais également tous les vécus, les choses, les épisodes de vie auxquels vous avez été, témoin. La mémoire sémantique, elle, ça va être un type de mémoire qui est indépendant du lieu ou de l'aspect temporel. Typiquement, ça va être les connaissances générales comme les mots de vocabulaire, connaître les dates des jours fériés, connaître le nom des présidents, des ministres, ce genre de choses. Il y a quelque chose d'intéressant avec la mémoire à long terme, c'est qu'il y a une certaine indépendance des processus mnésiques qui sont démontrés dans les pathologies. C'est-à-dire que en fonction des réseaux de neurones qui sont affectés, on va pouvoir avoir des troubles de la mémoire, par exemple épisodiques, sans avoir trop de troubles de la mémoire sémantique, ou par exemple avoir des troubles de la mémoire déclarative sans avoir des troubles de la mémoire procédurale. Ça veut dire que ce schéma que je vous montre, il représente également une réalité neurologique et physique. On va avoir deux grandes catégories de troubles de la mémoire à long terme. On va avoir d'abord les amnésies, antérogrades et les amnésies rétrogrades. Les amnésies antérogrades, ça va être l'incapacité à mémoriser, c'est-à-dire à encoder de nouveaux souvenirs dans la mémoire à long terme. C'est donc, la jonction entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme qui pose problème. L'amnésie antérograde ne veut pas dire qu'il y a un problème à la mémoire à court terme, c'est bien la transition entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme qui ne se fait plus. Donc typiquement dans l'amnésie antérograde, on ne va plus être capable de retenir des nouvelles informations à partir du moment où la lésion au cerveau apparaît. L'amnésie rétrograde, elle, ça va être une incapacité à se remémorer des éléments qui avaient été appris avant que la lésion cérébrale ne se déclare. Donc, c'est des souvenirs anciens qui étaient déjà présents en mémoire que l'on ne peut plus retrouver, par exemple, parce qu'ils auraient pu être détruits, imaginons, par la maladie d'Alzheimer. Alors, un premier type d'amnésie de la mémoire à long terme, c'est donc l'amnésie antérograde. Alors, comment est-ce qu'on évalue cliniquement l'amnésie antérograde? Eh bien, simplement, on va donner à une personne 15 mots à retenir et elle aura en fait 5 essais pour redonner ces mots. Ça dure environ 20 ou 30 minutes entre le moment où on lui donne les mots et le moment où elle doit les répéter. Et il faut que, au grand minimum, la personne soit capable de redonner 7 mots. Si elle ne redonne pas au minimum 7 mots, c'est qu'il y a probablement un problème, d'amnésie antérograde chez cette personne. Éventuellement, pour affiner un petit peu le test, on peut, si la personne a du mal, essayer de lui donner un peu des indices, c'est-à-dire faire un rappel différé indicé. On peut également carrément lui montrer les mots pour voir si elle les reconnaît, si elle se souvient qu'on lui a montré 20 minutes auparavant ou pas. Donc si cette personne a vraiment du mal, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut, continuer le diagnostic plus loin pour savoir ce qu'il se passe. Alors ce qu'il faut comprendre avec la capacité d'encoder dans la mémoire à long terme, c'est que ça se joue au niveau du fameux circuit de Papez dont on a parlé dans les précédentes vidéos. En fait, une fois que l'information aura été retenue en mémoire à court terme, elle va être progressivement transférée vers la mémoire à court terme au travers de ce fameux circuit. En fait, il s'agit comme une boucle de réverbération qui va, hem, faire tourner les informations
et qui va permettre la fixation et la consolidation des informations en mémoire à long terme. Alors, ce fameux circuit de Papez, en fait, il part de l'hippocampe. L'hippocampe envoie des informations vers le fornix qui va envoyer les informations vers les corps mammillaires. Les corps mammillaires vont envoyer les informations vers certains noyaux du thalamus qu'on en a vu dans une vidéo précédente. Le thalamus lui-même va communiquer avec le cortex singulaire et le cortex singulaire va communiquer avec le néocortex, c'est-à-dire les lobes temporaux, mais ça on le verra plus tard. Donc, si on a des lésions principalement au niveau de l'hippocampe, de l'amygdale, du fornix ou du thalamus, on a des chances d'avoir des problèmes d'amnésie antérograde, c'est-à-dire l'incapacité d'encoder des nouveaux souvenirs dans la mémoire à long terme. Un cas clinique qui est bien connu dans les facultés de médecine et de psychologie, c'est le cas de HM. HM, c'est un jeune homme de 27 ans qui a été opéré dans les années 50 car il souffrait d'une forte épilepsie. En fait, le neurochirurgien qui a opéré HM a procédé à une ablation de son hippocampe et des lobes temporaux internes. En fait, l'épilepsie de HM a été fortement réduite par cette opération, donc ça c'était un succès, mais très rapidement, les infirmières et les infirmiers à l'hôpital se sont rendus compte que HM n'était pas capable de se souvenir d'eux d'une journée à l'autre. C'est-à-dire qu'il les voyait arriver chaque jour dans sa chambre pour faire ses soins, et il n'était jamais capable de se souvenir que cette personne-là, cette infirmière-là, il l'avait déjà vue auparavant. HM souffrait donc d'une amnésie antérograde sévère. Un autre type d'amnésie, c'est le syndrome de Korsakoff. Le syndrome de Korsakoff, c'est un syndrome un petit peu spécial parce que non seulement les personnes vont avoir du mal à encoder en mémoire, mais en plus, ils vont faire ce qu'on appelle des confabulations, c'est-à-dire qu'ils vont créer des faux souvenirs. Le syndrome pardon, de Korsakoff, il est connu comme étant le syndrome de l'alcoolisme. C'est-à-dire que les personnes qui boivent trop d'alcool, qui sont alcooliques, en souffrent souvent et donc elles s'inventent un petit peu des vies. On peut également développer ça en cas d'anorexie, d'encéphalie, de certaines tumeurs ou de traumatismes crâniens qui viendraient porter préjudice au corps mammillaire. Donc les confabulations, elles peuvent être de plusieurs types. Elles peuvent être simples, c'est-à-dire, la personne croit reconnaître des choses, mais elle ne les a jamais, en fait, vues. Ou, il peut y avoir de faux souvenirs imaginaires qui viennent combler un petit peu certains trous. Elles peuvent être, également, non momentanées, c'est-à-dire, elles vont être à propos du passé de la personne et souvent elles sont assez logiques, assez plausibles. Il y a des confabulations qui peuvent être, fantastiques, c'est-à-dire qu'elles sont totalement impossibles, elles arrivent comme ça sur le moment et elles sont, complètement, à côté de la plaque et il peut également y avoir des confabulations comportementales. Tout d'un coup, la personne va avoir des projets totalement, inappropriés, elle va croire à des événements qui ont été totalement inventés et donc voilà, c'est un syndrome vraiment qu'on retrouve beaucoup dans l'alcoolisme. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien aborder une différence, fonctionnelle et anatomique. Parce que évidemment, quand on encode en mémoire, on encode également les émotions qui sont liées aux souvenirs. Et dans ce cas-là, on a un petit souci parce qu'on avait vu qu'il y a 2 parties du cerveau qui sont responsables pour les émotions. On avait vu que l'insula, par exemple, était impliquée dans les émotions, mais aussi l'amygdale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'insula et l'amygdale sont en effet tous les 2 impliqués au niveau émotionnel, mais dans la mémoire, ils vont avoir des rôles tout à fait différents. L'amygdale va être responsable
de l'encodage émotionnel des souvenirs. C'est-à-dire qu'il va coller les émotions aux souvenirs au moment de l'encodage dans la mémoire à long terme. L'insula, quant à lui, est responsable de la conscience des états mentaux. C'est-à-dire qu'au moment de récupérer le souvenir, donc pas au niveau de l'encodage, ça va vraiment être au niveau de la récupération, il va permettre de récupérer le sentiment qui est attaché et de le faire vivre en conscience pour que la personne s'en souvienne et soit consciente des émotions qui y sont liées. Donc il y a vraiment, une différence, ici au niveau des fonctions de ces 2 régions du cerveau. L'amygdale, c'est vraiment pour encoder, l'insula, c'est au moment du retour de l'information depuis la mémoire. Il faut savoir que l'amygdale, elle permet d'encoder, les émotions en mémoire en interagissant avec le circuit de Papez que l'on a vu il y a quelques minutes. Donc maintenant, on va voir l'amnésie rétrograde, c'est-à-dire la perte de souvenirs qui étaient déjà encodés en mémoire. Donc l'amnésie rétrograde, elle est plus difficile à évaluer d'un point de vue clinique que l'amnésie antérograde, car il n'existe pas de test standardisé comme les 15 mots de Ré qu'on vient de voir. Donc dans ce cas, pour évaluer si une personne a oublié des souvenirs, qui était présent dans sa mémoire à long terme, on va être obligé d'en fait de lui poser des questions personnelles, des questions bibliographiques, ou lui faire passer un questionnaire bibliographique. Et ensuite, on va devoir demander aux proches de la personne de vérifier que toutes les informations sont justes et qu'il ne manque pas d'éléments importants de la vie de la personne qu'elle aurait oublié de mentionner. Donc c'est plus difficile à évaluer, qu'une amnésie, antérograde et ça demande un travail qui est différent, notamment parce qu'il va falloir évaluer l'étendue de la perte de mémoire d'un point de vue temporel. Est-ce que la perte de mémoire concerne uniquement des souvenirs qui datent de la semaine dernière ou est-ce qu'elle concerne également des souvenirs qui datent d'il y a plusieurs années? En cas de traumatisme crânien, notamment aux urgences, on évalue ça pour, un peu, ressentir, la gravité en fait, des traumatismes crâniens. Étant donné que la mémoire à long terme est composée de sous-types de mémoire à long terme et que celles-ci sont indépendantes ou partiellement indépendantes au niveau, neurophysiologique, il va falloir les étudier séparément. La première amnésie, c'est l'amnésie qui va toucher la mémoire épisodique. Il faut savoir que l'amnésie qui touche la mémoire épisodique et l'amnésie qui touche la mémoire sémantique ont des localisations de lésions qui sont similaires. Globalement, ça va toucher le lobe temporal et le lobe pariétal inférieur. La différence, elle va être, au niveau de l'hémisphérisation, des lésions. Est-ce que c'est le lobe temporal ou pariétal inférieur droit ou gauche qui est touché? Dans le cas, HM, on a vu qu'il souffrait d'amnésie antérograde, mais pas seulement. En fait, étant donné que les lobes temporaux internes avaient été également, disséqués, découpés, en fait, il a, souffert d'une amnésie rétrograde que l'on appelle avec gradient. Pourquoi avec gradient? En fait, il, se souvenait mieux des souvenirs à très long terme qu'il avait, encodés par exemple, 10 ans auparavant, que des souvenirs à long terme qu'il avait encodés dans les 6 derniers mois. Donc le terme de gradient, signifie vraiment que dans la mémoire à long terme, une personne a, oublié plus facilement les souvenirs récents que les souvenirs, qui datent d'il y a plusieurs années. On appelle ça un gradient de Ribot pour, le nom de la personne qui l'a découvert et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pour qu'on perde des souvenirs très lointains comme des souvenirs d'enfance, il va falloir qu'une lésion touche le néocortex que vous voyez en rouge. En fait, dans l'image que vous voyez là, vous voyez le néocortex en rouge et de la substance blanche que j'ai mis en jaune au niveau du lobe temporal et pariétal inférieur.
La substance, grise qui est, dessinée en rouge ici, représente les corps des neurones, alors que la substance blanche qui est au centre, elle, représente des axones. C'est-à-dire que dans notre cortex, les cellules des neurones ont tendance à se trouver au niveau du néocortex, donc à l'extérieur, et au centre de notre cerveau, c'est simplement plein d'axones de neurones qui passent avec de la gaine de myéline qui rend ça blanc et qui permet en fait d'échanger les informations d'un côté à l'autre du cerveau et avec le système limbique. Donc, les souvenirs les plus récents vont être très fortement dépendants du système limbique et plus le temps va passer et plus ceux-ci vont se consolider dans le cortex cérébral externe, c'est-à-dire la zone rouge. Donc ça veut dire que lorsqu'on a une lésion plus interne au cerveau, on a tendance à avoir des problèmes de mémoire, à long terme, mais de souvenirs plus récents, alors que lorsqu'on a, une lésion au néocortex, eh bien, on a tendance à même oublier des souvenirs de notre enfance, des souvenirs qui datent. En général, l'implication, de l'hippocampe et du système limbique est limitée à 5 à 15 ans. Ensuite, ces souvenirs sont transférés vers le cortex et ils ne sont plus dépendants du système limbique. Donc environ après 5 à 15 ans, en fait, si vous avez une lésion au système limbique, normalement, ces souvenirs-là sont sains et saufs et ils vont être préservés. On va maintenant voir l'amnésie rétrograde de la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, pour rappel, c'est vraiment la mémoire qui n'est pas épisodique, donc qui ne concerne pas des épisodes de vie qui se sont passés à un endroit et à une période temporelle bien spécifique. Donc ici, on est plus sur de la connaissance générale, comme de la connaissance au niveau de vocabulaire, la connaissance des dates des jours fériés, etc., etc. En fait, l'amnésie rétrograde de la mémoire sémantique, en fonction de la localisation des lésions, on peut perdre certaines catégories de mots, par exemple. Vous pourriez avoir une lésion au cerveau qui vous ferait oublier toutes les catégories de mots qui se rapportent à la nourriture. Vous auriez oublié comment on dit le mot croissant, le mot beurre, le mot viande, etc., etc. Donc, en fait, les troubles de la mémoire sémantique, ils peuvent concerner des catégories bien particulières en fonction de la localisation des lésions. Comme pour l'amnésie rétrograde épisodique, l'amnésie de la mémoire sémantique touche les lobes temporaux et le lobe pariétal inférieur. La différence ici, c'est que l'hémisphère dans lequel se trouvent les lésions, en général, est à gauche et non à droite. Pour rappel, comme on l'a vu dans le dernier cours, le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique, c'est le cerveau procédural, c'est le cerveau qui contient vraiment le sens du détail, alors que le cerveau droit, c'est le cerveau qui permet d'avoir une réflexion plus globale et un peu moins analytique et moins procédurale. Donc c'est normal que les lésions au cerveau gauche aient tendance à créer des troubles de la mémoire sémantique plus marqués. Bien évidemment, chaque être humain est différent et il y a des personnes qui ont un cerveau qui est inversé, donc ça reste, une conceptualisation théorique. Donc le dernier type, d'amnésie, c'est l'amnésie rétrograde qui va toucher la mémoire procédurale. Alors, la mémoire procédurale, pour rappel, ça va être tout ce qui est, par exemple, faire du vélo, taper au clavier ou alors certains types, de cognition, ou d'un point de vue cognitif assez répétitifs. Typiquement, certains mouvements, ou certaines stratégies, quand on joue à certains jeux vidéo, par exemple. Ça va vraiment être les cognitions, mais assez automatisées. Donc, l'amnésie rétrograde de la mémoire non déclarative, elle peut toucher, différentes choses comme l'amorçage, l'apprentissage moteur, l'apprentissage cognitif ou encore le conditionnement.
L'amorçage, ça va être la facilitation du retour de l'information depuis la mémoire à long terme vers la conscience par exposition à des informations qui sont connectées au souvenir. Par exemple, si vous voyez l'image d'un bonhomme et qu'une demi-heure après on vous montre des pointillés qui sont effacés, vous aurez plus facile de reconnaître qu'il s'agit en fait d'un bonhomme qui a été effacé. De la même façon, si vous êtes chasseur et que vous voyez des traces d'un animal, sur le sol, ça va un peu réactiver votre mémoire et tous les souvenirs liés à cet animal auront plus facile de revenir à la conscience. Pareil avec, des mots, si on vous montre, un mot effacé comme le mot ananas, si vous avez été exposé au mot ananas dans l'heure qui précédait, eh ben, vous aurez plus facile à retrouver que le mot à moitié effacé ici, c'est le mot ananas. L'apprentissage moteur, lui, va être la capacité, en fait, d'acquérir, une certaine habileté manuelle ou certains, types, de mouvements, on va dire, typiques que l'on va pouvoir préencoder. Par exemple, savoir faire du vélo, savoir, marcher en équilibre sur une corde, ce genre de choses-là. Ou encore, connaître toutes les touches du clavier et savoir, taper, sans le regarder. Donc l'apprentissage moteur, ça va beaucoup se jouer au niveau du système limbique et au niveau du cervelet, comme vous pouvez le voir. Et c'est là qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir avec le lobe temporal, par exemple, qui est fort responsable des amnésies au niveau épisodique et sémantique. Donc, on voit qu'ici, en fait, ce sont des processus de mémoire qui sont totalement indépendants des zones du cerveau qu'on a vues avant, et c'est pour ça qu'on les catégorise différemment également. Un autre type d'apprentissage, c'est l'apprentissage cognitif. Donc ça va être le fait d'apprendre une tâche cognitive par, exécution répétée de cette dernière. Par exemple, être capable de lire des mots à l'envers très rapidement, être capable de réciter l'alphabet, à l'envers, pareil, ça va être des tâches cognitives un peu automatiques, qu'on va pouvoir, apprendre. L'apprentissage cognitif, il va être menacé par des lésions au niveau du cortex associatif temporo-pariétal, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Donc ici, on est sur, des connaissances qui sont gérées au même endroit que les souvenirs, au niveau épisodique et au niveau, sémantique. Le conditionnement est également, un type d'apprentissage qui existe chez l'être humain. Ça va être la capacité, d'apprendre en fonction des bonnes ou mauvaises expériences que l'on a eues. Donc c'est extrêmement important le conditionnement pour la survie d'une espèce parce que c'est comme ça qu'on apprend à éviter, certaines choses. Par exemple, on est conditionné à avoir peur des serpents, des mygales, ce genre de choses, tout ce qui peut être dangereux. Le cervelet est impliqué au niveau du conditionnement. Ça veut dire que notre cervelet, comme on l'avait vu, a des fonctions cognitives et il va en fait, être utile au niveau du conditionnement. L'amygdale également, étant donné qu'elle gère les émotions. Un dernier type d'amnésie, on va le passer brièvement, c'est l'amnésie globale transitoire. C'est une amnésie temporaire, qui va durer, quelques heures ou une petite journée en général et elle va être due à la prise de certains médicaments comme des benzodiazépines ou de l'anti, cholinergique, pardon. Alors, la mémoire autobiographique maintenant. La mémoire autobiographique, c'est en fait surcouche de mémoire qui vient se former au-dessus de la mémoire épisodique et de la mémoire sémantique. La mémoire, bibliographique ou autobibliographique, ça va être le système mnésique qui permet à une personne d'avoir une identité propre. C'est tous les souvenirs qui vont, être relatifs à qui je suis, d'où je viens, c'est quoi mon histoire familiale, quelles sont mes valeurs et cetera. Donc on a un système de mémoire qui est dédié à ça, dédié à savoir qui l'on est, quelles sont les valeurs qui guident notre vie, quel est notre passé, d'où est-ce qu'on vient, tout ce genre de choses-là.
Voilà, c'est déjà tout pour ce cours. La mémoire, c'est un sujet très complexe, on aurait pu continuer à en parler, mais on va s'arrêter là pour ce cours-ci. Le prochain cours va parler des aphasies, c'est-à-dire les troubles de la parole. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine.